Pertinence de ces différentes propositions qui ont été validées par la commission des lois, quel pourrait être le comportement des députés en plénière sur ces différentes réformes. Autant de questions qui nous intéressent sur le débat de ce dimanche et nous l'ouvrons aujourd'hui avec un plateau 3 invités pour vous. Monsieur Dominique Rouetjedjo Niaoui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président d'honneur du mouvement du Nouvel Ordre républicain pour la démocratie, NORD. C'est un mouvement politique qui est affilié à l'Union fait la Nation. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être là. Merci. Voilà, en face de vous, monsieur Geraldo Gomez. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint du parti Union sociale libérale, USL. Vous êtes le chargé des questions stratégiques. Tout à fait, oui. Voilà, merci d'être là. Merci pour la... Et puis, monsieur Yaya Inakozime, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes expert électoral, spécialiste des questions électorales. Vous êtes membre du conseil d'administration d'Africa Élections, association africaine des professionnels du management des élections. C'est bien ça. Tout à fait. Voilà, merci à tous d'être sur ce plateau. Alors, je voudrais qu'on s'entende sur un préalable. Est-ce que la nécessité était là qu'on passe à un nouveau code électoral? Je commence avec vous, monsieur Niaoui. Merci. Vous savez, toute loi de la République répond à des aspirations données. Et elle s'adapte au contexte et aux situations qui prévalent dans un temps donné. Cette loi qui aujourd'hui est encore d'actualité, je crois, c'est celle de 2013. Au moment où le législateur voulait légiférer cette loi électorale, il n'avait pas pris en compte toutes les contraintes. Et je comprends. Vous savez, quand vous légiférez une loi, du moment où la loi elle est votée, la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution, et puis le président de la République proclame, il y a le décret de mise en application. Et c'est à force de pratiquer cette loi qu'on constate que quand même qu'il y a des lacunes. Donc, la loi qui actuellement est d'actualité, la loi 2013-06, merci, mérite aujourd'hui d'être révisée. Au regard de quoi, fondamentalement? Vous savez, si je prends le COSLEPI, oui. Et il est dit que le COSLEPI procède au toilettage de la liste électorale. Tout récemment, avec la présidente Cour constitutionnelle, il y a eu quand même de petites difficultés entre le Parlement et la Cour constitutionnelle. Il y a eu des difficultés liées à la désignation des membres qui devraient siéger au COSLEPI. Malheureusement, ça a été fait d'une manière un peu tardive. Avec tout ça là réuni, il y a lieu quand même de réfléchir et d'actualiser ce code électoral. Très bien. Monsieur Gomez, votre avis sur cette même question, quel diagnostic a-t-on fait pour pouvoir passer à un nouveau code électoral? Oui, la question la plus importante est celle-là, quel diagnostic a été fait pour procéder à retoucher au code électoral. De mémoire, je pense que les petites difficultés qui s'esquissaient touchaient plutôt à la charte des partis, à l'animation de la vie politique du Bénin. Et c'était plutôt autour de ces questions-là que les réflexions étaient les plus avancées pour savoir comment mieux organiser l'animation de la vie politique au Bénin, le nombre des partis, comment est-ce que les partis compétissent réellement, la forme des alliances, la réalité même des partis sur le plan national, leur existence sur le plan national dans tous nos départements. C'était les questions les plus essentielles et qui respectent l'orientation fondamentale qui a été choisie depuis la conférence, le multipartisme, et surtout éviter le régionalisme. C'était cela qui était derrière les directives qui étaient données. Quel diagnostic a été fait pour qu'on touche maintenant au code électoral? Ce qui, à mon avis, pouvait poser problème au niveau du code électoral et qui peut être tiré des différentes expériences électorales que nous avons faites, c'est notamment la gestion des contentieux, la célérité dans la reddition de comptes, dans la communication, qui doit faire quoi. Ce sont ces éléments-là qui crispaient un peu la tension politique et il fallait juste clarifier la situation.
la ligne prise aujourd'hui va bien au-delà de ces attentes. Et donc, nous nous posons toujours, de toute façon, au niveau de l'USAID, des questions sur le diagnostic qui a poussé à ces réformes-là. Vous parlez des lignes qui ont été prises dès ces jours-ci. On va y revenir tout à l'heure. Et monsieur Inako Zimé, vous êtes un expert électoral. Avez-vous fait le constat selon lequel la loi 2013-06 portant code électoral, qui est actuellement en vigueur, est devenue obsolète, ou il faut passer soit à sa révision, soit à un nouveau code électoral? Non, vous voyez, les lois sont appelées à évoluer parce qu'elles régissent les rapports entre les hommes. En application de l'ancienne loi, nous avons remarqué qu'il y a certaines insuffisances et qu'il faut les corriger. Donc, il faut toujours améliorer la loi qui est en vigueur. La loi qui est en vigueur? Oui, c'est-à-dire le code électoral 2013-06 du 27 novembre 2013. Donc, que ce soit et la mouvance et l'opposition, la nécessité est quand même là de revoir quelque chose. Absolument. Dans cette loi-là. Alors, M. Niawé, c'est vrai que ces derniers jours, on a lu beaucoup de commentaires, beaucoup de polémiques peut-être sur la toile et un peu partout dans la presse. La commission des lois qui a proposé une nouvelle mouture qui n'a pas encore été validée par la plénière. Et dans cette proposition de loi, on a beaucoup de points, notamment les montants à payer désormais pour les cautions. Pour la présidentielle, par exemple, les candidats devront payer 250 millions de francs CFA. Si on prend ce point seul, quelle est la pertinence? Merci. Vous savez, le candidat Patrice Talon, en 2016, dans son projet de société, pendant qu'il était candidat, il a dit « Je ferai de mon mandat, si j'étais élu, celui des réformes politiques, économiques et sociales. » Et il a réitéré le 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à 10h57. Ce qui se passe aujourd'hui, la question est de savoir si le montant de la caution, 200 millions pour les élections législatives. Est-ce que c'est trop ou pas? Est-ce que c'est trop ou pas? Et 250 millions pour les élections présidentielles. Ce n'est pas trop. Et il ne faut pas analyser isolément la loi portant code électoral en République du Bénin, celle récemment votée par la commission des lois, puisqu'elle n'est pas encore votée par la plénière, qui est l'instance souveraine. Il ne faut pas l'analyser de façon isolée. Vous savez pourquoi? Tout récemment, il y a la charte des partis politiques qui a été votée. Nous attendons que la Cour la déclare conforme et que le président de la République la promulgue. Désormais, il ne sera plus question des clubs électoraux, des partis de famille. Cette charte des partis politiques nous renvoie désormais à de grands regroupements politiques. Si hier, pour aller aux élections législatives, il faut payer 8,3 millions par liste. Aujourd'hui, s'il y a un grand groupe, un parti qui se conforme aux nouvelles dispositions, il y aura plusieurs anciens partis politiques qui vont se regrouper. Et si vous faites le calcul, c'est 83 députés. Si ça prouve le contraire, 83 titulaires, 83 suppléants. Si vous amusez à diviser les 200 millions par 83 députés, vous retrouvez environ 1,2 million. Avant d'en arriver aux législatives, je voudrais qu'on commence par la présidentielle d'abord. Okay. La présidentielle où le candidat, intitulé personnel, paye 250 millions de nos francs CFA. Alors qu'actuellement, c'est 15 millions de nos francs CFA. Est-ce que ce n'est pas trop? Ça fait, si ma mémoire est bonne, une différence de 235 millions. 250 millions, ce n'est pas trop pour un candidat qui aspire à diriger la République du Bénin. Pourquoi? Oui, pourquoi? Il ne sera plus question de candidatures fantaisistes. Secondo, il faut que désormais le candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle soit porté par un bloc, par un groupe, par un lobby. Et ce groupe a des militants, des partisans et des sympathisants. Si tout ce monde cotise
mobiliser 250 millions, c'est rien du tout. Nos candidats aux élections présidentielles dépensent des milliards pour les campagnes. Et pourquoi ne pas payer une caution de 250 millions? Encore que si vous êtes sûr de mobiliser, je crois, c'est 10% des suffrages, vous serez, vos 250 millions, votre caution vous sera rétrocédée plus tard par le Trésor public. Alors, où est le problème? Moi, nous, au niveau de l'Union fait la nation, nous sommes allés plus loin. Qu'en dehors des 250 millions, il faut introduire une autre disposition. Et que désormais, les candidats aux élections présidentielles payent une caution de 250 millions, mais arrivent à recueillir un certain nombre de signatures d'élus locaux avant de se porter. Le parrainage, un peu comme ça, se fait en France, c'est ça? Voilà, le parrainage des élus locaux. On va tout à l'heure peser un peu le pour et le contre de votre proposition. Mais tenons-nous à ce que la commission des lois a proposé dans son test. Monsieur Gomez, 250 millions pour caution à la présidentielle, n'est-ce pas, pour, comme il le disait tout à l'heure, mettre fin à la pléthore de candidatures qu'on observe généralement à la présidentielle. En 2016, on a eu 48 dépôts de dossiers. Après, on a pu valider 37. Est-ce que ce n'était pas trop pour cette petite nation? Oui, la question peut se poser. Mais, vous l'avez rappelé, c'est vrai que le code électoral, c'est plusieurs centaines de pages. C'est dommage qu'on n'ait pas ces éléments dans leur totalité dans le débat pour pouvoir en parler de façon très sérieuse. Donc vous avez extrait quelques points essentiels qui méritent vraiment réflexion. On va le faire sous réserve des autres éléments qui peuvent venir appuyer, même ces éléments dont nous allons parler tout à l'heure. 250 millions pour la présidentielle. Est-ce que c'est trop? Pas assez? Pour moi, la question ne se pose pas à ce niveau du volume. C'est le principe même de base. Que recherchons-nous à faire? Et quand le président d'honneur parlait tout à l'heure, on a vite aperçu le glissement et qui se fait et qui semble être le véritable objectif de cette réforme-là. On pose un diagnostic, mais on choisit le mauvais moyen. On veut réduire le nombre de candidats, on veut réduire le nombre de partis politiques, et on va s'attaquer au code électoral. Ceci se passe au niveau de la charte d'abord. Il y a une charte, une révision de la charte aussi qui a été faite. Qui a déjà été validée. Qui a déjà été validée au niveau de l'Assemblée. N'est-ce pas? Regardons-y. La suite ne va pas jusqu'à toutes les modifications que nous sommes en train de soupçonner, puisqu'on n'a pas encore les tests. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, à notre avis, quelques éléments à retoucher forcément au niveau du code électoral, parce que d'expérience, avec toutes les élections que nous avons eues, on a remarqué quelques couacs auxquels il faut apporter des rectificatifs. 250 millions, je pense que pour être président, pour être candidat à la présidentielle au Bénin, l'essentiel c'est d'être béninois, d'être en règle avec son État et de pouvoir de penser qu'il peut apporter quelque chose à ce pays. Les cautions ont déjà légèrement grimpé jusqu'à 15 millions avec le code en cours avant cette nouvelle réforme. On peut estimer que ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres méthodes pour y arriver. Pour réduire le nombre de partis politiques, il y a d'autres méthodes que l'argent. Le multipartisme intégral a un sens. La liberté d'expression politique, d'expression religieuse, sociale, ainsi de suite, ça a un sens dans une démocratie. Par contre, la gestion de l'argent public incombe au pouvoir public. Et il lui revient effectivement de prendre les dispositions pour savoir à qui il remet l'argent public. Et dans ce cadre, il peut effectivement proposer les lois pour savoir, pour le financement des partis politiques, quelles sont les conditions pour y accéder. Veut-on régler le problème, la problématique du financement des partis politiques? Si oui, fixons les critères pour savoir à quel moment on accède au financement public. Mais la restriction, poser un diagnostic et choisir d'autres moyens pour arriver à un autre objectif caché, je trouve que ce n'est pas ça le débat. Vous soupçonnez quel objectif? Ce n'est pas soupçonné, c'est assez clair dans les débats. Ah bon, on parle de réduction du nombre des partis politiques. On parle de réduction des candidats potentiels à la présidentielle. C'est en fait ce qui est visé. Est-ce que pour atteindre cet objectif-là, les moyens qui sont pris, c'est-à-dire le toilettage de tout le code électoral, était celui qu'il fallait? J'estime que non.
il y a bien d'autres moyens qui pourraient être déjà verrouillés au niveau de notre charte des partis politiques et on y arriverait. Le financement, ce sont d'autres dispositifs assez simples qui incombent, j'en conviens totalement, au pouvoir exécutif puisqu'il a la charge de la gestion des finances publiques, de fixer les critères, pour autant que ces critères sont démocratiques et acceptés par tous. Oui, mais les 250 millions, est-ce que ça vous gêne, vous, qu'on touche le code électoral et qu'on dise dedans que, au lieu de 15 millions, vous payez 250 millions de francs CFA si vous aspirez à diriger le Bénin? Est-ce que c'est gênant pour vous? En quoi est-ce que 250 millions suffirait pour diriger le Bénin? À combien estime-t-on? Si c'est une question de valorisation de la fonction, de la fonction, qui est-ce qui a estimé que 250 suffirait? Quelle est la barre suffisante? Ça n'a pas de sens dans ce sens. Si on pose le débat dans ce sens, et je ne pense pas, en réalité, que ceux qui portent ce projet-là les situent à ce niveau. Le véritable objectif, c'est de réduire le nombre des partis politiques, c'est de réduire le nombre de candidats potentiels. Si c'est ça le vrai objectif, prenons les vrais moyens. Mais est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que c'est démocratique de vouloir coûte que coûte réduire? Je ne pense pas que cela relève des prérogatives d'un pouvoir législatif ou exécutif. Ce qui relève de leur compétence, notamment de l'exécutif, c'est de dire l'argent public doit aller à telle direction en fonction de tels critères. Très bien. Monsieur Inakozime, votre avis par rapport à cette question, les 250 millions? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est vrai, tous nous avons exprimé la volonté de réduire le nombre des partis politiques dans le pays, d'arrêter les candidatures, la pléthore des candidatures, mais 250 millions pour stopper une pléthore de candidatures, pour moi, c'est un refus de l'expression des talents. Comment? Voilà. Prenons un citoyen, un cadre très compétent qui aspire à diriger ce pays. Il est payé à 500 000 francs le mois. Il a un revenu mensuel de 6 millions l'an. Pour ses 30 ans, il est à 180 millions. 180 millions, combien pourra-t-il épargner pour être un jour candidat? C'est impossible. C'est impossible. Donc ça, c'est un refus d'expression des talents. Si on veut réduire réellement la pléthore des candidatures, il vaut mieux cibler sur les vraies raisons. C'est-à-dire qu'il faut apporter une étude sérieuse et voir qu'est-ce qui ne va pas. Qui est-ce qui a fixé les 250 millions? Celui qui les a fixés a fait quelle étude? Et il attend quel impact? Lorsque vous amenez quelqu'un à financer, ou du moins à déposer une caution de 250 millions, mais il faut être sûr qu'il doit se payer. Ça, c'est clair. Bonjour la corruption. On est en train de faire un appel des pieds et des mains à la corruption. On ne payait pas 250 millions, mais pourtant on a toujours crié à la corruption dans ce pays. Voilà. Maintenant, on est en train d'encourager la corruption. Ah bon, c'est vraiment votre impression? Absolument. Parce que si vous mettez tout sur de l'argent, vous mettez l'argent devant, mais les cadres qui vont le porter, ils vont trouver l'argent où? Ils vont trouver l'argent où? Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des cotisations. Il faut cotiser, il faut faire ça là. Mais il va trouver l'argent où? Il va épargner combien? Donc ça veut dire que désormais, les cadres, les fonctionnaires qui ont des talents ne pourront plus être candidats. Ça ne peut être que désormais des hommes d'affaires, des gens qui ont les moyens, qui doivent faire ce lobbying. Et là, ce serait difficile. Ce serait difficile pour le citoyen lambda d'être candidat, même s'il a une compétence tout à fait avérée. C'est impossible. Monsieur Niawé a écouté votre collègue, c'est que les élections deviendront une affaire des hommes d'affaires alors? Je ne m'inscris pas dans la même logique que M. Zimé, ni M. Gomez. Vous savez, il n'est pas dit quelque part que le Béninois le plus pauvre
ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Si vous avez 250 millions dépasse largement le pouvoir d'achat du Béninois lambda. Le constat, c'est quoi? Le diagnostic, c'est quoi? On a constaté que ceux qui se portent candidats aux élections présidentielles en République du Bénin, c'est des gens, pour la plupart, ne se sont pas préparés à cette fonction. À un moment donné, bon, il y a certains qui vont seulement aux élections présidentielles, ne serait que pour avoir un poste ministériel, d'autres, c'est-à-dire pour faire agrandir les affaires, et d'autres peut-être pour enrichir les carnets d'adresse. Je ne sais pas. La France qui est toujours, la France que nous prenons toujours pour exemple, je n'ai jamais su, ou je ne sais pas du moins, qu'il y a un candidat qui est pu mobiliser environ, qui n'a pas mobilisé 1% des suffrages. Au Bénin, c'est 0,00. Si vous avez des ambitions de diriger le Bénin, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça se prépare. La fonction présidentielle, c'est la plus haute fonction de l'État. Et ça doit se préparer à travers le militantisme politique. Si vous militez dans un parti politique, 5 ans, 10 ans, vos talents se feront découvrir. Si vous avez réellement des talents, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous êtes planton et que le groupe estime que vous avez les aptitudes nécessaires, les capacités nécessaires pour diriger ce pays, vous serez porté candidat. Par le groupe? Pas le groupe, pas votre parti politique, qui peut-être peut faire appel à d'autres partis politiques pour vous soutenir. Alors, il y a la loi sur le financement des partis politiques. Trouver 250 millions, c'est facile. On n'empêche aucun talent. Au contraire, c'est désormais la promotion des talents. Cette loi résout d'autres problèmes. La transhumance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de faire une lecture croisée entre la charte des partis politiques et la loi portant code électoral en République du Bénin. Selon l'article 41 de la charte des partis politiques, il est dit clairement que désormais, les partis politiques doivent produire leurs comptes de gestion. Les états financiers au 31 décembre de chaque année. Ils doivent avoir 2 commissaires au compte. Vous savez, le militant, le fonctionnaire qui est payé à 50 000 francs le mois, qui sait qu'il a des cotisations à payer, qu'il a des souscriptions à payer pour le compte de son parti, et il sort 1000 francs chaque mois. Demain, si vous étiez élu, il a les prérogatives de vous demander des comptes. C'est pour mettre fin à la gestion aux pattes du pouvoir d'État. Voilà. Monsieur Inako Zimé, vous avez posé beaucoup d'inquiétudes auxquelles Monsieur Niawé a tenté d'apporter des éléments de réponse. Est-ce que ça vous a rassuré? Non, pas du tout. Je voulais dire que le Bénin n'est pas le plus riche dans la sous-région. Mais d'autres pays sont beaucoup plus riches que le Bénin. Et aucun pays n'a porté la barre à ce niveau. C'est impossible. C'est inadmissible. On ne peut pas l'admettre. Mais il faut voir les pays où la caution est la plus élevée dans la sous-région, c'est 30 millions. Et nous autres, nous allons à plus de 8 fois plus. Mais c'est impossible. Et je vais vous dire ceci. Lorsque vous amenez quelqu'un à donner une telle caution, il y a ce qu'on appelle les inputs et les outputs. C'est-à-dire, lorsqu'il vous porte au pouvoir, mais vous êtes en retour, vous devez lui retourner l'ascenseur. Mais en quoi faisant? Les postes ministériels, les marchés par-ci, par-là. Mais vous devez le faire. Ça, c'est une obligation. Mais vous voyez, ça veut dire que là, vous êtes liés. Ça, c'est clair. Mais lorsque quelqu'un paye ta caution pour que tu deviennes président de la République, mais tu es lié à lui. Même si c'est un parti politique? Même si c'est un parti politique, vous devez le faire, vous devez leur retourner l'ascenseur. Donc, il faut éviter cela. Il faut mettre les gens à l'aise. Ceux qui aspirent à ce poste, il faudrait qu'ils soient indépendants. C'est-à-dire, moralement, qu'ils soient indépendants. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui soient liés à vous par le fait que vous avez déjà payé, et qu'ils aient payé votre caution. Il faudrait qu'ils soient indépendants. Ça, c'est ma vision. Le code électoral actuellement en vigueur propose, par exemple, qu'on aille
pour dépenses lors des campagnes électorales au-delà de 2 milliards de nos francs CFA, 2 milliards et demi. Mais non, pas du tout. On ne doit pas excéder 2,5 milliards. Oui, justement, ça dit qu'on ne doit pas aller au-delà. 2 milliards et demi. Alors, si la caution est de 250 millions de nos francs CFA, vous, par exemple, ce qui vous dérangerait, c'est qu'on le dise dans le code électoral plutôt que de poser les problèmes autrement dans l'achat des partis politiques. Mais même si on le disait ainsi dans l'achat des partis politiques, la caution à la présidentielle est de 250 millions de nos francs CFA. Est-ce que, comme M. Inako Zimé le disait tout à l'heure, est-ce que ça pose un problème de corruption ou en même temps, si on regarde les prescriptions du même code électoral, est-ce que ça ne vient pas un peu pour entrer dans la même logique, dans la même ligne? Non, le problème de corruption évoqué par M. Zimé est tout à fait exact. Le citoyen est réellement libre de se porter candidat. Et s'il a des intérêts ou si d'autres ont des intérêts à le porter à un niveau pour qu'il accède au fauteuil présidentiel et espérer que des ascenseurs leur soient retournés, ils vont trouver les 250 millions. On le mettra à 2 milliards, ils trouveront. Et c'est là où je n'arrive pas à suivre M. Yanoué, parce que vous connaissez l'adage, qui peut le plus, peut le moins. Si réellement c'est entre les mains des populations que vous mettez le pouvoir de rassembler la caution exigée pour son candidat, si la population peut pour 250 millions, elle le pourra pour 15 millions qui existent aujourd'hui. Or, nous savons que les mêmes candidats déjà pour les élections passées, pour rassembler cette modique caution, ça leur posait déjà des problèmes. Donc, arrêtons de nous présenter la population comme la solution aux problèmes que nous-mêmes nous causons. Nous sommes en train de causer un nouveau problème à la classe politique, qui est de limiter de façon artificielle le nombre de candidats. Parce que c'est vrai que pour une question méthodologique, je suppose, nous sommes en train de parler de la présidentielle, mais il faudrait les prendre dans la totalité de ce qui est en train d'être proposé. Quand vous vous rendez bien compte, le financement par le biais du financement des partis politiques, on réduit aussi l'existence de certains partis politiques. Donc les talents dont parlait M. Zimé tout à l'heure, qui existent dans ces petits partis, qui vont devoir disparaître, ne pourront même pas, à cause de l'argent, ne pourront même pas aller solliciter la population pour avoir leurs 15 millions ou leurs 250 millions. Parce qu'il faudra forcément être dans une grande formation où ceux qui sont capables de payer les 250 millions vont le faire. Il ne faut pas prendre la présidentielle de façon déconnectée des législatives. Ce qui est proposé pour les législatives, c'est avoir à l'Assemblée au maximum 5 partis. Au maximum. Ah bon? 5 partis. On va y arriver tout à l'heure. Oui. Et quand on dit maximum 5 partis, ce sont ces 5 partis qui auront le financement. Mais avant d'arriver à l'Assemblée, on leur demande de trouver, vaille que vaille, 200 millions pour toute leur liste, pour pouvoir y être. L'honorable Guy Mitokpe a révélé récemment ce que touche un député et tous les défraiements qui lui sont retirés sur cette paye-là. Quand on fait la péréquation ou qu'on fait la multiplication pour arriver à ces 200 millions pour une formation politique, effectivement, il n'y en aura pas plus de 5 qui seront en mesure de sortir, de dégager cette somme-là. Et c'est une atteinte. Si sur 83 députés, on arrive à avoir 5 listes, 5 grandes listes, qui peut-être sont composées de plusieurs partis politiques, est-ce que c'est mauvais? Ils ne seront pas composés de plusieurs partis politiques. Ce vers quoi nous allons, c'est une formation politique chaque fois. Je suppose que, par exemple, pour la défense que la loi peut permettre, de vos intérêts, l'USL, par exemple, va s'associer avec un autre parti d'opposition pour former un autre parti politique. Est-ce que si c'était ça et que vous arrivez à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est mauvais? Rien n'est mauvais en soi. La question, telle que je rappelais dès le début, c'est de savoir ce que nous souhaitons corriger. Ne disons pas que nous allons à Bomé et puis nous prenons la route de Lomé, on fait un grand tour pour y aller. Allons droit au but. Si le problème qui se pose à la démocratie béninoise, c'est le nombre des partis politiques, asseyons-nous et parlons-en. Comment est-ce qu'on réduit le nombre de ces partis politiques? Mais j'ai l'impression que pour la présidentielle, c'est le nombre de candidats plutôt qui dérange pour la présidentielle. Ça va de pair. Oui. J'accepte la méthodologie, on parlait de la présidentielle, mais nous avons aussi des candidats qui sont issus des partis politiques. Un parti politique, l'un de ces... Qui n'ont jamais réussi à se faire élire. Le premier de ces objectifs, c'est conquérir le pouvoir, un parti politique.
On n'a jamais encore obtenu ça depuis 90. Aucun parti politique n'a réussi à faire élire son candidat pour une présidentielle. Être élu, c'est différent d'être candidat. Pour être élu, il faut avoir été candidat. Nous sommes en train de parler des candidats. Et effectivement, nous avons de nombreux candidats à chaque élection présidentielle. Et ça, c'est le droit des partis politiques. Chaque fois qu'il y a un parti politique, s'il souhaite présenter un candidat et que ce candidat remplit les conditions fixées par la loi, il pourra être candidat. Ça, la loi ne peut pas l'interdire. Mais le financement, le remboursement des cautions, le niveau des cautions, ça, la loi peut prévoir. Mais il faut aussi être responsable, il faut être raisonnable. Il faut poser les vrais problèmes et y apporter les vraies réponses. 250 millions pour la présidentielle. L'objectif derrière, c'est de réduire. Et ceci n'est pas démocratique. Si c'est le peuple qui décide, vous l'avez anticipé, beaucoup de candidats, rarement ou quasiment jamais, nous n'avons eu un président issu d'une formation politique. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Pourquoi est-ce qu'on veut organiser les partis à leur place? Pourquoi est-ce qu'on veut décider à la place du peuple et restreindre son champ de choix? Pourquoi? À quel dessein? D'accord. Monsieur Niaoui, vous les avez écoutés tous les deux. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à leurs différentes inquiétudes? Bien sûr. Alors, je vais rapidement rebondir ici. La conclusion de M. Gomez dit qu'on veut organiser le peuple à sa place. Ce n'est pas vrai. Vous savez, les députés sont une émanation de ce peuple. C'est une délégation de pouvoir. Le président de la République a été élu par le peuple. Et il a un mandat de 5 ans. S'il ne le fait pas, ce serait un péché. Pourquoi? Il a dit dans son projet de société que son mandat est celui des réformes. Chaque fois, quand les gens parlent, on dit que c'est les riches, les hommes d'affaires qui seront désormais candidats. Je dis toujours non. Je vais vous donner 2 exemples. En 2006 du moins, oui. Le candidat Adrien Ongbedi a commencé sa campagne pour les élections présidentielles dans le Nord. Il a fait 9 jours sur 15 dans le Nord. Les résultats, nous savons ce que ça a donné. En 2016, si vous prenez le candidat Blaise Biotchane, ses meilleurs scores, c'est dans le septentrion. Ça retarde le développement. Quand le candidat parviendrait à se faire élire, il dit, dans cette zone, dans cette région du pays, on ne m'a pas voté. Je n'ai pas de militants là-bas. Et le développement est focalisé sur une région du pays, sur une région donnée. Mais c'est le peuple qui est pénalisé. Ceux qui sont dans le Tchoumi-Tchoumi, ceux qui sont dans le Bénin profond, ne sont-ils pas des Béninois? Alors désormais, si nous avons des partis forts, si nous ne serions plus des partis régionaux, des partis qui ont les assises, les tentacules un peu partout dans le pays, le candidat élu va se sentir réellement président de la République du Bénin. Le Béninois de Tchoumi-Tchoumi va se sentir réellement dans la gestion de ce pouvoir. Nous voulons corriger cet état des choses. Si nous ne le faisons pas maintenant, demain, le peuple va nous poser des questions. Le peuple va nous demander des comptes. Mais que dites-vous de M. Inako Zimé qui disait tout à l'heure que les talents vont connaître une certaine régression? Peut-être on ne va plus forcément les reconnaître parce qu'ils seront certainement éclipsés par le pouvoir de l'argent. Non, j'ai dit tout à l'heure que nul ne peut prétendre gouverner une république s'il n'a le minimum de notions de militantisme politique. La fonction du président de la République est une fonction hautement politique. Donc désormais, pour prétendre diriger le pays, il faut être issu d'un parti ou du moins, il faut se faire porter par un groupe politique.
Si vous avez des talents, les talents ne se cachent pas. Le président Boni Yahi, en 2006, avant 2006, il était à la BOAD. Mais les Béninois étaient allés les chercher. Parce qu'ils estimaient en ce temps que les mots dont souffrent. La caution n'était pas à 250 millions. Je ne parle plus de... Je parle des talents. Je parle des talents. Les Béninois ont estimé que les mots dont souffrait le Bénin en ce moment, il était l'oiseau rare. Donc, les Béninois étaient allés le chercher pour venir gouverner le pays. Donc, même si le talent est caché quelque part, les partis politiques iront chercher ce talent. Alors, il a fait la transition tout à l'heure, M. Gomez, sur rapidement la caution à payer pour les législatives. Venons-en, c'est 200 millions de nos francs CFA par liste. On sait qu'à l'Assemblée nationale, c'est 83 députés. Et l'ambition de toute liste, c'est de rafler tous les sièges. Donc, 83 propositions d'abord des titulaires, après 83 suppléants. Est-ce que 200 millions, lui, il disait tout à l'heure que, bon, c'est un peu trop par rapport à ce qu'on paye plutôt à un député. Votre avis par rapport à cette question? Oui, je crois que pour commencer, même sur ce plateau, c'est par là que j'avais voulu commencer. Ça fait environ 1 205 000. Pas personne. Pas personne, pas candidat. Pas candidat. Allez, faites un tour dans nos circonscriptions électorales pour voir ce que les candidats font, les dépenses de campagne dans les circonscriptions électorales. Dans un seul village, les gens dépensent plus de 10 millions. Dans un village, pour les frais de campagne. Celui qui arrive à dépenser 10 millions, 5 millions dans un village, alors que peut-être sa circonscription est composée d'environ 80 villages. Donc, au moins il dépense 800 millions. Les gens dépensent. Monsieur Gomez, ne nous voilons pas la face. Les gens dépensent énormément pour les élections, surtout les élections législatives. Il faut forcément que les gens aident le trésor public. Les élections, pour moi, constituent vraiment une question de souveraineté. Et désormais, normalement, pour financer nos élections, nous ne devons pas tendre la main aux partenaires techniques et financiers. Il faut aider le trésor public à organiser les élections. C'est important. Très bien. Avant de vous donner la parole, M. Inakozime, je voudrais qu'on écoute M. Gomez sur cette question précisément. Oui, là à nouveau, on a entendu un nouvel objectif et non, c'est pas M. Inakozime. C'est là où je suis un peu perdu dans ce qui est visé, effectivement. Si cette réforme vise encore à aider le trésor public et à assurer notre souveraineté pour organiser les élections, en fait, cette réforme est un fourre-tout. On veut résoudre tous les problèmes du Bénin avec cette seule réforme. Pas du tout. Réduire le nombre de partis, faire émerger les talents, puisque à l'opposé de M. Zimé, de moi-même, vous dites que non, les talents vont éclore, puisque on a été cherché par le passé, Monsieur le Président Yahi Boni, ça peut continuer. Maintenant, c'est aider le trésor public, non, soyons sérieux. Et c'est un peu la caractéristique de la gouvernance actuelle. On agit d'abord, et lorsqu'on commence à vous dire, attention, ce que vous faites ne va pas dans le bon sens, c'est en ce moment-là que vous vous mettez à réfléchir avec nous. Et on sort toutes sortes d'arguties pour pouvoir justifier l'erreur qui a déjà été commise. Posons-nous clairement la question de savoir ce que nous cherchons à corriger à travers la réforme du code électoral. La question des 200 millions, encore une fois, comme pour la présidentielle, qui est-ce qui a estimé que ça vaut 200 millions? Qu'est-ce qui permet de se limiter à cette barre? 1 250 000 ou 200 combien vous avez dit 205. Tout à l'heure? 205, merci M. Zimé. On est parti d'où? De quel niveau pour atteindre 1 205 000? Qu'est-ce qui permet de justifier cet accroissement-là? Ce n'est pas le montant jeté en pâture qui pose de problème, c'est quel est le diagnostic, quelle est l'étude qui est derrière ces choix. Mais a priori, on ne voit pas de justification. Un jour, on entend un élément, un autre jour, il paraît qu'il faut aider le trésor public. Demain, ça va être autre chose. On va où avec cette navigation à vue? On ne s'amuse pas avec les questions électorales. C'est très dangereux. C'est ce qui divise la plupart des nations en Afrique. Il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec ces éléments-là. Vous avez l'impression que c'est ça qui se fait actuellement? Absolument. D'accord. Oui. Avant de vous donner la parole, M. Niaoui, on va écouter Inakozime. Oui, je voudrais dire que ce n'est pas la caution qui doit renflouer les caisses de l'État. Non.
c'est tout à fait le contraire, parce que lorsqu'on limite le nombre de candidats, ça veut dire que le nombre à multiplier par la caution est déjà réduit. Bon, alors, lorsqu'il y a un effectif beaucoup plus important, ça veut dire qu'on multiplie cela par un nombre beaucoup plus important. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous déplorons tous la pléthore des candidatures aux différentes élections, la pléthore des partis politiques. Mais notamment pour les législatives, les partis politiques. Voilà. Est-ce que c'est en limitant par la caution, ou de par les différentes cautions, que nous aurons un nombre réduit de partis politiques? Lorsque nous prenons sur le plan international, par exemple, nous avons deux pays, généralement qu'on appelle bipolaires. Il s'agit des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Mais je vous dis qu'à ce niveau, au niveau de ces deux pays, il y a de petites candidatures. Il y a de petits candidats. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas les deux blocs. Par exemple, ce ne sont pas les deux blocs qui s'opposent, qui vont seulement aux élections. Non, il y a de petites candidatures. Il y a des indépendants qui arrivent. Et pourtant, les gens ne s'en plaignent pas. C'est le système. C'est-à-dire, on peut laisser la chose évoluer. Quelqu'un qui arrive, qui est candidat, une première fois, il met 15 millions, une deuxième fois 15 millions, troisième fois 15 millions, il voit que ça ne marche pas. Tout à fait, il peut se retirer lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, bon, allez, va t'asseoir. Non. On ne l'a pas dit dans le texte actuel. On n'a pas écrit que les candidatures indépendantes sont interdites. Et justement, on a juste donné les montants. Si vous avez 250 millions, allez, vous pouvez déposer votre dossier pour la présidentielle. Mais pourquoi ne pas laisser quelqu'un qui en a les moyens, avec le code actuel, qu'il continue d'être candidat? Il faut nécessairement qu'on mette une barrière de 250 millions. Non, c'est trop. Et 200 millions par liste pour les législatives, c'est trop également? C'est également trop. On parle des législatives quand même. Oui, bien sûr. Juste un élément de complément par rapport aux exemples rappelés par M. Zimé tout à l'heure. Aux États-Unis, il n'y a pas que deux partis. Il y a peut-être deux partis fédéraux reconnus. Les Républicains et les démocrates. Les Républicains et les démocrates, mais il y a des dizaines d'autres partis dans chaque État qui ont des préoccupations locales. Absolument. Et qui les défendent. Et même au niveau de la présidentielle, concourent à l'animation de cette élection. En France, n'en parlons pas. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a plus de 500 partis en France. C'est vrai que la démographie n'est pas la même qu'au Bénin et que ça ne justifierait pas les proportions de partis. On est tous d'accord ici qu'il y a pléthore de partis, donc la question est close. Mais arrêtons de faire croire à nos populations qu'ailleurs, le nombre de partis est réduit par la loi. Non. Et même le financement des partis, en France par exemple, la question est lancinante. Chaque fois, on y revient non pas pour limiter l'expression démocratique, mais pour apporter plus de transparence. Si c'était ça la démarche, apporter plus de transparence dans la gestion de l'argent public, on applaudirait des deux pieds et des deux mains. Mais je ne perçois pas cette tendance-là dans la réforme. On a plutôt l'impression que c'est pour fermer, c'est pour limiter, c'est pour exclure. En France, quand cette réforme-là a été faite, il y a déjà une dizaine d'années, répétée encore il y a 3 ou 4 ans, les hommes politiques ont trouvé la faille. Quand il s'agissait de financer les partis politiques, il y a eu de nombreux micro-partis qui ont été créés. Chaque député, chaque maire créait son parti, était membre du PS, du Parti Socialiste ou alors de l'UMP. Et comme il était possible, la loi autorisait un citoyen à pouvoir donner jusqu'à 7 500 €, je pense, à un parti politique, ça faisait que des gens pouvaient financer les petits partis de chaque maire ou de chaque député et financer le grand parti PS ou UMP ou autre au niveau national. Et tout ça convergeait vers le même parti. La faille était là. Donc, quel que soit le niveau qu'on va mettre, il y aura des failles. Ça va encourager la corruption, ça va renforcer la non-transparence de la gestion publique.
Alors, vous avez écouté tout à l'heure M. Gomez et puis M. Inakozime. Alors, M. Gomez parlait même avant cette intervention de navigation à vue. Il estime que les problèmes sont mal posés, que le diagnostic qui a été fait n'est pas vrai, n'a pas peut-être été bien fait. Que répondez-vous à ça, M. Niaoui? M. Gomez fait une mauvaise lecture des réformes qui sont en cours. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas toujours regarder la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Nos réalités ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Pour les législatives de 2015, il y a un candidat qui est aujourd'hui député à l'Assemblée. Dans le temps, il était ministre dans le gouvernement du président Boni Yahi. C'était la liste FCBE. À un moment donné, il sentait un danger venir. Il voulait prendre la tête de liste. Mais tel que les choses évoluaient, il n'était pas rassuré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les étudiants d'un peu partout du pays, il a envoyé les étudiants aller chercher des dossiers, des casiers judiciaires. Il voulait positionner même les étudiants. L'objectif, c'était quoi? Si seulement lui seul, tête de liste dans sa circonscription électorale, il pouvait s'en sortir. Là, lui, son objectif est atteint. Il ne s'agira plus de mettre des figurants sur une liste, ne serait que pour accompagner un candidat. Il faut régler un problème. Il se pose un problème d'éthique et de la morale dans notre République. Ne voyons pas seulement la politique, M. Gomez. Non, je suis désolé, quand on parle d'éthique et qu'on parle d'argent, j'ai peur que ce soit pas l'argent qui Laissez-moi règle le terminer. problème de l'éthique. Laissez-moi aller au bout de mes idées Vous posez d'abord. une très bonne question, la question de l'éthique et de la morale. Moi, je suis totalement d'accord. Laissez-moi aller d'abord au bout de mes Mais idées. quand vous pensez pouvoir régler la allez réagir question tout à l'heure. de l'éthique par l'argent, j'ai peur. On va l'écouter jusqu'à la fin. Donc, quand vous parlez de l'argent, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La charte des partis politiques prévoit aujourd'hui qu'il faut avoir 15 membres fondateurs par commune. 15 membres fondateurs par commune. Cela suppose quoi? N'importe qui ne peut plus se lever aujourd'hui et aller créer un parti. Alors, les micro-partis qui existaient hier vont se regrouper ensemble. Nous payons environ 8,3 millions avant pour une liste. Et des fois, on arrive jusqu'à une cinquantaine de listes. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, il y aura environ 5 listes. Alors, il ne se pose plus un problème d'argent. C'est ce que les gens payaient hier. On leur demande maintenant de regrouper ça pour payer. C'est tout. Et tout à l'heure, je crois, vous semblez faire, je ne sais pas si c'est de l'amalgame. Quand vous prenez mon raisonnement et l'argumentaire, c'est que c'est le trésor public qui vous intéresse dans ce que j'ai dit. Non. Non. Nous savons tous que les élections coûtent cher pour notre pays. Que faisons-nous pour limiter ça? Si un pouvoir, je vais toujours me référer à des pouvoirs, à des circonstances données. En 2005-2006, vers la fin du régime du général Kérékou, le ministre des Finances d'alors, le ministère disait qu'il n'y avait pas de l'argent pour organiser des élections. Qu'il n'y avait pas de l'argent pour organiser des élections. Mais si chaque fois nous allons tendre la main aux partenaires techniques et financiers pour organiser nos élections, il y aura toujours d'ingérence étrangère dans nos élections. Il faut éviter ça. Nous voulons rendre désormais le Bénin autonome en matière d'organisation des élections. Et celui qui se sent capable de se faire élire député, il doit se sentir capable de débourser 1,205 000 francs, ne serait que pour une caution, pour accompagner l'organisation des élections. Très bien. Monsieur Inakosa. Oui. Il vient de dire tout à l'heure, je le prends au dernier mot, que si nous devons tendre la main pour organiser les élections, il y aura toujours d'ingérence étrangère. Vous savez, surtout chez nous, celui qui a la bourse, c'est lui qui a le réel pouvoir. Avec cette caution, soyez sûr qu'il y a plusieurs qui vont financer la candidature
C'est-à-dire, ce sont les boursiers qui... C'est des candidats. Voilà. Oui, ils vont financer. Ça a toujours été le cas, on a l'impression. Ce ne serait pas nouveau, ça. Oui, ce ne serait pas nouveau. Oui. Mais pour ce montant, c'est qu'il les tient. C'est ce que ça veut dire. Au départ, nous avons dit que les 250 millions ou 200 millions qui ont été fixés, sur la base de quoi cela a été fait? Moi, je peux dire que les études n'ont pas été inclusives. Comment ça? Voilà. Il y a quand même des séminaires. Non. Même la société civile a été invitée. Je ne vais pas aller jusqu'à ce point. Je vous dis que cela... réel, hein. On a vu des séminaires parlementaires sur la réforme du code électoral. Oui, séminaires parlementaires. Pour l'adoption de la loi fondamentale en 1977, les débats ont été faits même dans les collèges. Je dis bien, même dans les collèges. Mais ce ne sont pas les députés qui sont là, qui élisent. C'est la population qui doit élire le député. Mais le député, lui, prend ce qu'il arrange, il l'amène à la population. Alors c'est la population qui doit proposer ce qu'il lui faut pour élire le député, et non l'inverse. Mais cette population qui est si massive, est-ce qu'elle peut donner un point de vue homogène? Je viens. Vous êtes un journaliste. Je ne sais pas si vous avez fait le sondage. Si vous voulez... On n'a pas d'institut de sondage fiable au Bénin. Non, je parle de journalistes. Interroger 10 millions de Béninois. Non, si vous sortez d'ici, prenez vos micros, vos caméras, allez sur le terrain, interrogez et vous venez, on peut continuer encore le débat. Vous allez voir si vous aurez, c'est-à-dire si M. Ignaoui aura à se prononcer de cette façon. Ce n'est pas possible. Je vous dis que le débat n'a pas été inclusif. Il y a des gens qui ont pensé en le faisant comme ça, bon, on peut bloquer tel, et cela se limite là. Non, ce n'est pas ça. La loi doit disposer pour l'avenir. D'accord. Oui, et elle doit avoir une forme générale, bien sûr. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas actuellement? On n'a pas fixé une durée pour appliquer cela, on a dit. Oui, bon, mais désormais, ça sera ça. Encore que ça n'a pas encore été validé par le reste des députés. Hein. C'est la commission des lois qui a proposé tout ce qu'on dit. Oui, mais ce que je dis, vous n'avez pas compris. C'est tout comme si nous allons à une vente aux enchères. Je sais que j'ai la plus grande bourse et que je suis en mesure d'enlever l'objet. Je sais que vous avez 10 000, moi j'ai 100 000. Je viens, du coup, je propose 50 000. Et c'est fini. Je sais que toi, je t'ai éliminé. Tu ne pourras plus compétir. C'est ça le cas. C'est pas vrai. Mais ça, c'est ma lecture. Je ne le fais pas en tant que politicien. Je le fais en tant que spécialiste. C'est exactement le cas. Je sais que vous avez 10 000. Moi, j'ai 100 000. Et je veux l'emporter. Je le fais. Dès qu'on me propose immédiatement, je dis 50 000. D'accord. Et tous ceux qui ont 10 000, ils doivent se barrer. Et ça, c'est fini. Monsieur Niaoui. Je vais rapidement bondir sur la conclusion de M. Zimé. Regardons un peu dans nos rétroviseurs. Ce qui se faisait hier, c'est le chef de parti qui veut se faire coûte élire député dans sa circonscription, qui paye les 8 300 000 francs. Lui seul, il paye ça. Mais il tient le député de Tumi qui est élu sur sa liste. On veut dire que désormais, que tout le monde contribue. C'est où le problème? Oui, je vais le prendre au mot. Si déjà vous voyez que l'intéressé n'avait pas pu payer les 8 300 000, ou du moins pour toute la liste, et maintenant il faudrait qu'un député individuel paye 1 205 000, ou soit que l'intéressé paye 200 millions pour la liste, mais vous ne voyez pas que c'est lui qui sera le... Non, pas du tout. C'est effectivement là, si vous permettez. Oui, il n'a qu'à lui répondre. Ce n'est pas ça. Avant, ça ne se passait pas ainsi. C'est-à-dire, c'est le président du parti, il reste dans son bureau avec quelques têtes, et puis c'est lui qui conçoit sa liste. Aujourd'hui, ça ne se fera plus de cette manière. Ça se fera de manière participative. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Si je fais ma liste, je conçois à moi seul ma liste. Je mets qui je veux, là où je veux, sur la liste. Et dans ces conditions, le gars ne voulait pas se faire élire député. Je le mets sur la liste. Je ne peux pas aller lui demander de participer à la caution. C'est parce que c'est moi qui l'ai mis là. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Monsieur Zimé,
Très bien. Monsieur Géraldo Koka. Oui, non, mais c'est là où on voit que c'est de la pure théorie. Ce n'est pas de la théorie. Nous ne sommes pas rattachés à ce qui se passe. Lorsque le chef de parti, si on prend l'hypothèse, payait les 8 millions et quelques pour toute sa liste, il n'attendait pas la décision de celui qui veut positionner à Tchoumi ou à Azové ou je ne sais pas où pour payer à sa place. Et c'était déjà une modique somme, c'était autour de 100 et quelques mille, je pense. Donc il le payait à sa place. 100 000 francs par candidat. On pouvait exiger 100 000 francs par candidat en ce moment-là. C'était plutôt à leur portée. Oui. Ils ne l'exigeaient pas de leur part. Ils le faisaient en leur nom, vous l'avez dit. Alors maintenant qu'on va exiger 1,2 million de chaque candidat, où est-ce que vous avez vu dans le test que vous défendez que c'est écrit que c'est chaque candidat qui doit venir impérativement donner sa part? Je n'ai pas dit ça. Et si c'était le cas, je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, vous voulez organiser le fonctionnement interne des partis à leur place. Il faut le faire. Ah d'accord. Il faut le alors, faire. Un nouvel objectif pour la le réforme faire. alors. Il faut aider les partis. On découvre à encore un nouvel objectif. Pas du tout. Pas Très du bien. tout. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer à lui-même sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Vous savez, si vous permettez, parce que c'est une question démocratique assez essentielle que vient d'évoquer M. Yonwe, et je voudrais, si vous le permettez, en une petite minute, essayer de projeter le débat pour qu'on sorte au-delà. Vous savez, M. Yonwe, il faut avoir l'humilité, pas vous, hein, mais je parle de tout gouvernant, il faut que tous nos gouvernants aient l'humilité de savoir qu'ils ne peuvent pas tout faire en leur temps. La volonté de réduire le nombre, la pléthore de partis politiques, la pléthore de candidats à la présidentielle est partagée par tous. Décider d'y arriver par la loi en 1 an, en 6 mois, en 2 ans, au moment où on est président ou député, c'est un peu vite aller en besogne. C'est la vie naturelle de toute démocratie d'aboutir à cet objectif. Il faut fixer la ligne, il faut fixer le canevas. Rien qu'en limitant, en fixant de façon un peu plus responsable le remboursement des partis politiques, des candidats par rapport à leur caution, on limitera au fil du temps le nombre des partis et le nombre des candidats. Rien qu'en associant tout le monde pour réfléchir au système électoral lui-même. Parce que c'est une question, c'est plutôt par ces moyens qu'on arrive à limiter le nombre de partis, soit à l'Assemblée, soit le nombre de candidats à la présidentielle. Mais tout réfléchir par l'argent, par les moyens, je pense que ce sont des réflexions a posteriori qui arrivent. Les vraies raisons sont là. Ça a été rappelé par M. Zimé, c'est tenter d'éliminer des gens. Mais le problème, c'est que quand on procède comme ça, soit on débouche sur des crises, soit les mêmes lois qu'on a pondues pendant qu'on était au pouvoir viennent vous frapper quand vous n'êtes plus au pouvoir. Et ça, ce n'est jamais bien pour la démocratie. On va évoluer. Il y a quand même un autre paramètre dont l'objectif certainement participe de la réforme du système partisan. Désormais, pour pouvoir valider un siège à l'Assemblée nationale, même si les partis politiques, tout calcul fait, valident 3 ou 4 sièges ou plus, ils devront totaliser sur l'ensemble du suffrage national un taux de pourcentage de 15% avant qu'on ne leur permette effectivement d'enlever le siège. Oui. Vous qui saluez si tant la réforme du système partisan, ça devrait quand même vous réjouir, non? Non, pas du tout. Ça, c'est un déni de démocratie assez effrayant. Un grand déni de démocratie. Comment ça? À cet élément, il faut ajouter le fait qu'il faut avoir le financement. Hein. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est lié. Il faut avoir 1/5 de la totalité de la représentation nationale pour pouvoir bénéficier du financement public. Et c'est dans cela, 1/5, ça veut dire que vous représentez 1 sur 5 à l'Assemblée, une formation sur 5, donc 5 formations au maximum. Mais l'élément que vous sortez, qu'il faut obtenir 15% sur le plan national du suffrage pour pouvoir valider un siège local, un siège rattaché à une circonscription électorale. Ces circonscriptions électorales qui ont été dessinées en fonction d'identité, en fonction de besoins, en fonction de développement, en fonction d'orientation culturelle, sociale et tout un ensemble d'éléments, on vient donc nous dire désormais, même si la population de cette circonscription électorale vous met en tête,
main en tête, et que votre formation politique n'arrive pas à rassembler ce quorum sur le plan national, quelqu'un qui est arrivé 3e dans votre propre circonscription et dont la formation rassemble ce quorum pourrait prendre votre siège. Où est la démocratie dans ce cas? Que le premier soit éliminé et que ce soit le 3e d'une circonscription électorale portée par les populations de cette circonscription qui aille à l'Assemblée. Où est la représentation nationale? Que veut dire finalement la représentation nationale dans notre pays? D'accord, M. Niaoui, sa question. Monsieur, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de mandat impératif pour un député? Ce n'est pas une question de mandat impératif, c'est une question de représentation nationale. Déjà, vous savez qu'il y a la pas de mandat représentation impératif. nationale est l'addition de toutes les circonscriptions électorales. Je vais vous donner un exemple. Oui, oui, allez-y. J'évolue toujours sur la base des exemples. Ça veut dire quoi? Que c'est un diagnostic qui a été fait en 2007 pour les élections législatives. Le groupe G13 d'alors avec restauré espoir de candidats Zanaï ensemble sur le territoire national pour les élections législatives. Le groupe G13 était 3e, c'est-à-dire qu'on totalise les suffrages, mais ils n'ont eu qu'environ 6 députés. D'accord? Pourquoi? Simplement parce que les gens ont voté la liste G13 un peu partout sur le territoire national. Mais il y a la liste PRD, par exemple, qui a eu 11 députés, mais qui n'avait pas totalisé sur le territoire national le même nombre de suffrages que le groupe G13. Alors que nous avons dit qu'il n'y a pas de mandat impératif pour un député. Le député, quand il est élu, il est député national. Donc, il faut désormais élire des listes représentatives. Voilà. Oui, M. Inakozime. Oui, je voudrais dire ceci. Nous savons tous que la population béninoise est inégalement répartie sur le territoire national. Le législateur d'alors a voulu que toutes les régions soient représentées. C'est pour cela qu'il a fait un découpage en circonscription électorale. Et en conséquence, il a fixé un certain nombre de députés par circonscription électorale. Si nous disons aujourd'hui qu'il faut au moins 15% du suffrage national, ça veut dire qu'au-delà de cela, nous ramenons encore la circonscription électorale au plan national. C'est-à-dire que désormais, la circonscription électorale n'est plus celle que nous connaissons, c'est-à-dire les 24, mais elle devient d'abord nationale. Et c'est après cela que nous allons voir si elle peut être régionale, ou du moins locale. Mais les gens ne perçoivent pas le danger qu'il y a à ce niveau. C'est quoi le danger? Voilà. Ça veut dire que, je voulais dire que vous pourrez être d'une circonscription électorale, je prends par exemple la première circonscription électorale, vous pourrez arriver en tête au niveau de cette circonscription électorale sans bénéficier d'un siège. Et vous n'êtes pas en mesure, comment dit-on, c'est vrai, il a parlé de mandat impératif, mais ce ne serait plus celui que les populations ont élu qui va siéger désormais en leur nom au niveau de l'Assemblée. Si les populations dans leur Je viens. totalité, au plan national. Je viens. Oui, Je fais parce un que c'est ça sa démonstration. Je fais un développement. Lorsque vous prenez la première circonscription électorale, qui regroupe Malanville, Kandi et Karimamo, qui fait un peu plus de 300 millions d'habitants. 300 000. Et 300 000 habitants, excusez-moi, 300 000 habitants. Lorsque vous prenez l'arrondissement de Godomé, Abomey-Calavi, cet arrondissement seul fait environ 300 000 habitants. Lorsque vous avez un parti politique bien implanté à Godomé,
qui fait un très bon score à Godomé. Ce parti, par le système de vase communicant, est en mesure d'enlever tous les sièges de la première circonscription électorale. Les députés de Godomé. Voilà. Donc, ça veut dire que on aura élu un député à Godomé qui n'a jamais mis pied ni à Parakou, ni à Kandi. Mais vous ne voyez pas que c'est un danger? Mais où est-ce que, c'est-à-dire en ce moment, est-ce que ce sont les aspirations même de la population que vous avez exposées? Non, il y a une contradiction. Bien, oui. Comment, Juste il n'y permettre a pas de contradiction à ce niveau. Un instant, oui. Il faut faire... Quand vous dites Oui. que le député, vous avez bien dit, un parti bien implanté à Godomé. À Godomé. D'accord. Ils vont rafler au moins 3 sièges sur les 4. C'est un exemple que vous avez donné. Oui. Excusez-moi. C'est-à-dire que le parti est seulement, c'est pour ça qu'il dit le député de Godomé. Le parti est seulement implanté dans Godomé. Et c'est ce que nous constatons souvent. C'est des partis qui ont un fief donné, ça s'arrête là. Vous voyez? Donc, il y aura peut-être 3 députés. Surtout, dans toutes les circonscriptions du Bénin, c'est peut-être ces 3 députés que ce parti-là a passé. C'est le parti de Godomé, qui fait élire des députés de Godomé. Dans le même temps, il y a un parti qui, un peu partout, a bénéficié des suffrages des Béninois, même dans le Bénin profond, et qui n'a aucun député. Parce que ce parti, le parti de Godomé, est implanté à Godomé, il fait élire des députés de Godomé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à ça. Non mais pourquoi alors découper le pays en circonscriptions électorales? Si c'est ça, il vaut mieux enlever les circonscriptions électorales et dire, bon, voilà la circonscription électorale. La seule que nous avons, c'est le territoire national. Mais quand on dit, Mais quand la Constitution dit, excusez-moi, que le mandat du député est impératif, il n'y a pas de mandat impératif pour le député. Oui. Ça veut dire quoi? Non, Le député n'a pas de circonscription électorale. Oui, ça veut dire... Très bien. Si. C'est ce que ça veut dire. Mais Ça il y a ne une veut pas dire circonscription cela. électorale pour l'élection. Ça ne veut pas dire cela, M. Niaoui. Ça ne veut pas Non, dire monsieur que le Niaoui. député n'a pas de Non, circonscription on va- électorale. non, mais- Ça veut dire plutôt Lorsqu'on député- parle même du mandat impératif, le mandat impératif dont on parle, on dit une fois élu, c'est que vous êtes député de toute la population, vous n'êtes plus député De toute la nation. Une fois élu, vous êtes député de toute la Vous nation. avez Vous toute n'êtes- la nation comme circonscription électorale. non. Non, bien ça. c'est-à-dire, Non. une fois que vous êtes élu, c'est que vous, comment ils ont, Vous êtes député de la nation. de la nation, vous défendez tous les Vous dossiers n'êtes de la pas nation. député pour aller défendre seulement les cadres de votre circonscription électorale. Bien. Vous concourez avec les autres députés à défendre la nation. Voilà. Mais il est essentiel pour que les populations de la première circonscription jusqu'à la 24e circonscription sachent qu'elles ont contribué en envoyant quelques élus de leur Absolument, coin pour absolument. contribuer à ce travail national. C'est essentiel. Enlever ça à ces populations. Je pense que la réforme, si c'est vraiment ce à quoi vous voulez aboutir, aurait été simple. Il suffit de dire qu'il n'y a plus 24 circonscriptions C'est le électorales. débat. Il y en a une seule. Mais là aussi, vous serez en train de chercher à répondre à des questions qui n'existent pas. Parce qu'il y a plusieurs élections dans une démocratie. Il y a des élections locales, il y a des élections législatives, il y a la présidentielle. Seule la présidentielle est une élection nationale. Et on arrive à résoudre les problèmes au niveau national à travers celle-là. La représentation nationale, il faudrait que, à l'Assemblée, nos populations se retrouvent à travers ces élus. Très bien. Toujours dans cette même optique. C'est vrai, le député, une fois élu, défend l'intérêt de toute la nation béninoise. Absolument. Il est élu pour défendre, non pas les intérêts de sa circonscription, mais pour Pas celle... seulement. Oui, je suis d'accord avec vous, mais au plan national. Alors, est-ce que si on se base sur cette disposition de la Constitution béninoise, finalement, la disposition qui reconnaît que au plan national, si vous arrivez à réunir 15%, est-ce que ça ne participe pas de cette même logique? Si vous êtes d'accord que la Constitution prévoit déjà que le député n'est pas redevable qu'à sa circonscription électorale, qu'avons-nous besoin encore d'aller chercher plus loin? Si nous résolvons le problème qui est que, et on aura des partis forts, si c'est cela qui est visé comme objectif, pourquoi mettre encore un carcan de 15% au suffrage national, puisque un parti fort va forcément avoir du suffrage partout? C'est-à-dire que on a l'impression que nos amis d'en face se disent, ce matin, qui est-ce qu'on va éliminer? On trouve une réponse. Et l'après-midi, on se dit, ah mais finalement, il peut trouver une faille. On Non, met mais un deuxième 15%, carcan. Est-ce que ça élimine quelqu'un? Attendez. Ça veut dire que vous Si n'êtes ça pas ne gros. limite personne, pourquoi le mettre? Quel est l'intérêt qui est cherché? Quel est le problème qu'on veut résoudre en faisant cela? Au contraire, en le faisant, on est en train de porter de grosses entorses à la démocratie, à La l'expression des populations.
C'est quoi la démocratie qui se sent menacée visiblement lorsqu'on écoute Gérardo Gomez? C'est quoi la démocratie? Est-ce que aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a une minorité, si je me permets, comment dirais-je, de m'exprimer ainsi, il y a une minorité, il y a une majorité. C'est quoi la démocratie? La démocratie, ce n'est pas le consensus. C'est la dictature des tests et c'est la dictature de la majorité. Et quand je prends la circonscription électorale, la majorité c'est quoi? Quand je prends la circonscription électorale, la première par exemple, la majorité c'est quoi? Attendez. S'il vous plaît, essayons d'avancer. Oui. La majorité, lors d'une élection législative... Il va répondre plus tard. Oui, s'il vous plaît, ça va permettre de clarifier la question. Bon, c'était un échange, si vous permettez. Voilà. La majorité, je vais me répondre à moi-même, puisqu'il ne peut pas répondre n'étant pas... Je vais bien vous répondre. Je vais bien vous répondre. Attendez, la majorité dans la circonscription électorale, c'est celle qui aura donné le plus de suffrages à un candidat aux élections législatives. Bien, voilà. Vous avez dit que la majorité dans une démocratie, c'est la dictature, même si je ne suis pas très d'accord avec la dictature des tests et autres, mais c'est la dictature dans le suffrage majoritaire. On peut s'entendre sur le contenu de ce que ça veut dire. Alors pourquoi est-ce que, lorsqu'on arrive au niveau de la circonscription électorale, subitement, vous dites, non, ça c'est une petite dictature, il faut que j'aille chercher un peu plus loin à 15% du suffrage national. Non. Laissons la majorité, laissons ceux qui se sont exprimés majoritairement dans une circonscription électorale envoyer leurs députés à l'Assemblée. Très bien, vous l'avez déjà dit. Oui, monsieur Niaoui, on va vous permettre de réagir fondamentalement à ce que dit Gérardo Gomez, la démocratie qui se sent menacée à travers cette disposition des 15%. Pas du tout. Pas du tout. Parce que la volonté de la population dans la circonscription électorale ne sera plus forcément respectée. J'évolue toujours sur la base des exemples. Je ne sais pas si vous suivez, puisque tous les médias n'ont pas le temps de suivre souvent les débats parlementaires, surtout pour le vote des budgets. Pour le vote de la loi des finances, je crois, 2009, il y a un député, de Koyewe précisément, je ne vais pas nommer, mais je crois que ce député doit être aujourd'hui de votre bord, M. Gomez, qui disait que si le gouvernement n'a pas mis la voie et l'exécution de la voie Koyewe quelque chose dans le budget, je ne vais pas voter. Parce que quand j'irai là-bas, mes mandats vont m'interpeller. Ça veut dire quoi? Il y a un député qui défend rien que les intérêts de sa circonscription électorale, alors qu'il n'a pas un mandat impératif. Il faut régler ce problème. Donc c'est un diagnostic qui a été fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est les mots qui minent notre pays. Et il faut progressivement. Je suis d'accord avec vous tout à l'heure quand vous disiez qu'on ne peut pas tout faire seul à la fois. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Parce que quand même, vous avez des députés à l'Assemblée qui sont de l'opposition, puisque vous vous réclamez aussi de l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez? Et qu'est-ce que ces députés-là proposent? Oui, monsieur Inakozime. Oui. Je voulais dire que si on maintient les 15%, c'est qu'on ramène au plan national la circonscription électorale. Si vous voulez qu'on maintienne les anciens découpages, les 24 circonscriptions électorales, et que vous voulez améliorer effectivement, mais pourquoi ne pas amener ou même changer le mode de scrutin et l'amener à un scrutin uninominal? Pourquoi ne pas le faire? Là, on saura, bon, il y a tel nombre de candidats qui émanent de telle circonscription électorale. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi amener à un pourcentage de 15% sur le plan national et que ce soit une liste qui se trouve majoritaire ailleurs, qui vienne rafler les sièges dans une circonscription où elle a été minoritaire? Non, ce n'est pas normal. Si nous voulons... Oui, si nous voulons que toutes les régions, toutes les circonscriptions électorales soient représentées, on peut le faire autrement. Très bien. Vous allez réagir par rapport à ça avant qu'on évolue dans ce débat. Oui, parce que
d'un scrutin de liste à un scrutin uninominal sous-entend quoi? Il faut réviser la Constitution. Voilà que nos amis d'enfance ont toujours refusé que la Constitution soit révisée. Bon, c'est assez simple de le dire, on est dans un débat sérieux. Je comprends que vous souhaitez qu'on passe à un sujet suivant. Je suis d'accord avec vous. On ne va pas s'attarder à cette petite boutade. On est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas une boutade, c'est lui son opinion. Alors, il y a un dernier aspect qui a fait jaser tout le monde. Et je vais vous donner la parole dessus. Désormais, un ancien chef d'État qui va à une élection, par exemple, comme les législatives, puisque c'est de ça qu'il a été question dans cette proposition, perd son statut d'ancien chef d'État. Alors, quel est le bien fondé ou quel est, comme pour revenir encore à la case départ, le diagnostic qui a été fait pour qu'on puisse trouver comme thérapie de choc cette proposition-là? Monsieur Niaoui. Merci. J'ai constaté que sur ce plateau, vous avez me donné la parole en premier lieu. Ça permet à mes contradicteurs de m'attaquer. Si vous refusez, on pourra la prendre. Pas du tout. Je comprends que la manière de se défendre, c'est de m'attaquer. Je reviens sur votre question, je vous réponds. Vous avez parlé de la disposition de l'ancien chef d'État. Oui. Vous savez, d'abord, je vais expliquer ça sur deux volets. Le premier volet, il se pose un problème. Un ancien président de la République qui se porte candidat pour des élections législatives. Moi, je vais encore loin, les élections législatives et les élections municipales, puisqu'on en a connu dans ce pays. Il se pose d'abord un problème d'éthique et de morale. Pourquoi? Un ancien président, d'abord la fonction du président de la République est une fonction sacrée. C'est une fonction de sage. Quand vous exercez la fonction du président de la République, vous descendez, vous devenez sage. D'accord? Et nous sommes dans une république où les crises n'en manquent jamais, n'en manqueront jamais. Ça arrive toujours là où il y a deux hommes. Quand il y a problème aujourd'hui, à qui nous pouvons nous référer? Je laisse le médiateur de la République, si je laisse le clergé, c'est-à-dire les autorités religieuses. Nous n'avons plus d'autorité morale. Parce que l'ancien président de la République, qui, après avoir terminé successivement ces deux mandats, ou c'est un seul mandat que la Providence lui a permis d'exercer, il devrait devenir sage. Mais cet ancien président qui ambitionne de devenir député, de devenir mais il peut vouloir aussi devenir ministre un jour, hein. Puisque ce n'est pas exclu. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter en temps de crise, en temps de caution? S'il y a problème dans notre pays maintenant, nous irons chercher un ancien président au Nigeria pour venir régler les problèmes du Bénin. Ça, c'est sur le plan éthique et moral. Maintenant, sur le plan de la gouvernance administrative et politique, de 90 à 91, le président, M. Nicéphore Dédé Senghor, fut Premier ministre. De 91 à 96, il a été élu président de la République de Bénin. Et il a exercé pleinement son mandat pendant 5 ans. En 96, il a perdu les élections face au président Kédougou. En 2001, il a aussi perdu les élections, qu'il a toujours contestées d'ailleurs. Constatant qu'il est folklore en 2000, fin 2002-2003, il a décidé d'aller aux élections municipales. Oui. Les élections à la suite desquelles il a été élu maire de la ville de Cotonou. Pendant 13 ou, oui, je crois bien, bonne année, parce qu'il a fait 2003 à 2008, et de 2008 à 2015. 15 ans. Voilà. Pendant 12 années. Vous voyez? Et à la suite, j'ai remarqué quelque chose, j'ai observé, j'ai fait une lecture. À la suite d'une perquisition qui a lieu au domicile de son enfant chéri, au lendemain, l'ancien président, l'ancien maire de la ville de Cotonou a fait une sortie médiatique. Et il a dit qu'en réalité, c'est à sa gestion que l'on voulait s'attaquer. Mais que lui, puisqu'il est ancien président, on ne peut pas s'attaquer à lui. On a cherché à s'attaquer au maillon faible de la famille. Et sa femme rétorque que dans toute la famille, il n'y a qu'un seul maillon faible. Puisque l'autre a été ministre,
la maman est députée, le papa était ancien président, et que c'est le maillon faible de la famille qu'on vient s'attaquer. Je veux dire quoi? Un ancien président qui parvenait à se faire élire, mais même s'il y a eu de mauvaises gestions, il est difficile dans notre environnement d'aujourd'hui de s'attaquer à lui. De lui demander des comptes, et c'est extrêmement grave. Il ira imposer ses lois à l'Assemblée, c'est ça? Imposer sa carrure? J'ai dit tout à l'heure que moi j'irai loin en parlant des municipales. Maintenant je viens sur l'ancien président qui veut devenir député. On ne peut pas bénéficier de deux avantages à la fois, puisque la fonction de député déjà donne lieu à des avantages. On ne peut pas être à la fois ancien président et député à l'Assemblée et bénéficier de deux avantages à la fois. Aujourd'hui, nous avons des ressources vraiment limitées. Merci. Monsieur Giraldo Gomez. Oui, nous avons encore deux anciens présidents vivants. Et comme sur la première partie, la question essentielle, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons vécu qui nous permet de vouloir corriger un état de fait. Ce que, si nous nous en référons à ce que nous entendons de cette réforme du code électoral, il n'est pas question des municipales, on s'est limité aux législatives. Nous n'avons encore jamais connu de cas où un ancien président de la République cherche à devenir député. Donc ce n'est pas pour corriger un dysfonctionnement ou une difficulté que nous ayons rencontré dans notre vie démocratique qu'on est en train de prévenir quelque chose. Peut-être pour prévenir, mais les explications que M. Yanoué vient de donner montrent que la loi n'est pas impersonnelle dans ce cas-ci. C'est évident. La loi n'est pas impersonnelle. Elle est bien orientée. Vers qui? Et les municipales dont vous parlez ne sont pas dans la proposition ou dans ce qui a été voté au niveau de la commission des lois. Il s'agit exclusivement des législatives. Si nous avons connu ce cas. Et je vais rajouter que c'est peut-être par méconnaissance que M. Yanoué parle des avantages en question, parce qu'il y a une loi. La loi qui fixe les avantages d'un ancien président. Cette loi est assez claire en cas de cumul d'avantages, puisque cette loi prévoit même des cumuls. Quand vous avez été président et que vous devez être envoyé dans une nouvelle mission ou que vous devez embrasser une nouvelle fonction, même simple administrative, la loi l'a prévu et a déterminé que vous ne pouvez cumuler les nouveaux avantages liés à cette attribution qu'à hauteur de 50% maximum. La loi est allée même beaucoup plus loin en prévoyant la réversion des avantages des anciens présidents aux ayants droit. Tout est cadré. La loi existe. Il suffit juste de l'appliquer. C'est par méconnaissance de la loi que vous êtes en train de défendre ce qui est indéfendable. Il est clair qu'on est en train de viser deux personnes, deux anciens présidents. Et moi, même d'un point de vue éthique et philosophique, je soutiens et je recommande que celui qui a été président accepte de devenir délégué de son quartier. C'est pour montrer qu'un citoyen peut servir à tout niveau. Ça, c'est de l'éthique. Très bien. Monsieur Inakosimi. Oui, je vois que chacun est en train de faire une interprétation de cet article du Code. Bon, tous deux sont des politiques. Mais je vais revenir pour dire que ceux qui me proposaient cet article ne nous ont pas dit pourquoi ils l'ont fait. Mais il faudrait qu'ils le fassent. C'est pour cela que je dis que le débat n'a pas été inclusif. On aurait pu soumettre ce problème à beaucoup de personnes parce que ça n'avait nullement circulé. Il a fallu que le projet soit adopté au niveau de la commission des lois pour que ce élément-là sorte. Sinon, personne n'en était au courant. Sinon, on pourrait en parler, on pourrait penser à cela, analyser pour voir la pertinence de cette proposition. Donc vous n'avez pas grand-chose à dire par rapport, tant que les explications ne vous ont pas été fournies. Absolument. Vous voyez pourquoi je vous donne la parole en premier, pour que vous puissiez expliquer d'abord. Alors maintenant, nous allons consacrer les 5 dernières minutes de cette émission à faire des propositions, puisque nous sommes partis des différents points, notamment par exemple la caution à payer pour la présidentielle, 250 millions, les législatives, 200 millions par liste. Alors, pour pouvoir valider les sièges, 15% au plan national, vous avez été contre, M. Giraldo Gomez. Et puis, la dernière disposition, c'est que l'ancien chef d'État qui participe aux élections, qui va à l'Assemblée nationale, perd son statut d'ancien chef d'État. Alors, maintenant, vous, quelle proposition faites-vous? Étant donné que la loi n'est pas encore validée par l'Assemblée nationale, que faudrait-il faire si les députés vont en plénière? Non, je vais commencer par le dernier point concernant les anciens présidents.
La question est doublement absurde. On ne peut pas définir que quelqu'un perde son statut avant d'avoir été élu. Au mieux des cas, si on devait accepter ce qui était proposé, c'est de prévoir qu'une fois élu, il perde son ancien statut. Mais encore une fois, je dis que la loi a déjà défini comment est-ce que des avantages peuvent être cumulés ou se substituer pour un ancien président. Pour moi, cet élément doit être simplement retiré parce que la loi en dispose déjà. Pour ce qui concerne les 15% pour valider un siège dans une circonscription électorale, je reviens là-dessus, c'est un déni de démocratie, il faut sauter le verrou. Ce verrou-là n'est pas démocratique, cela ne peut pas exister. Sinon, il faut passer à un scrutin uninominal et définir que c'est chacun qui se défend devant la population. Et là, effectivement, ça enclenche beaucoup d'autres bouleversements. Est-ce que nous sommes prêts à y aller dans cette période-ci? Je ne pense pas. Je pense que le moment n'est pas approprié pour engager ce débat-là parce que nous sommes très près des échéances électorales. Concernant le niveau, le montant des cautions, 250 millions pour la présidentielle et 200 millions pour les législatives. Encore une fois, que cherche-t-on à régler comme problème? Est-ce renflouer les caisses de l'État? Est-ce limiter le nombre de partis? Limiter le nombre de candidats à la présidentielle? On a tout mélangé. On ne sait pas exactement où on va. Et qui a décidé que la valeur exacte pour prouver qu'on peut être candidat est 250 millions? Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 50 millions? Pourquoi pas 15? Tout simplement comme ça l'est aujourd'hui. Je pense que c'est assez fantaisiste. Il faut laisser les choses en l'état. Le montant ne fera pas barrière pour faire émerger les talents. Ça ne limitera pas s'il y a des mains derrière pour multiplier les candidats. Mais ce niveau risque d'en ajouter à la corruption dans notre pays. Et c'est cela qu'il faut éviter davantage plutôt que de chercher à exclure des gens des compétitions électorales. Si je vous suis bien, pas de proposition concrète, mais il Moi, faut je propose balayer que les tout lois, ça du revers de la main. que les lois ne rien proposent faire. plus de transparence dans le financement des partis et dans l'exercice, au moment des échéances électorales. C'est ça la préoccupation principale. Vous savez que ce n'est pas nous qui avons été à l'origine de la proposition, donc n'attendez pas de nous que les objectifs même de ceux qui ont proposé cette loi, on ne les connaît pas encore, et qu'on se mette à proposer quelque chose d'autre à leur place. Si on connaissait ces vrais objectifs, on le dirait. J'ai juste fait une analyse par rapport à ce qu'ils ont proposé. J'ai regardé ce qui est bien là-dedans. On est d'accord sur la pléthore des candidats et des partis politiques. Il y a plusieurs façons d'y arriver, soit par le mode de scrutin, soit par la vie même des partis, en comptant sur le temps démocratique. Voilà les propositions qui ont été faites dès le début. Il n'a qu'à vous y mettre. Oui, merci. Nous voulons toiletter le code électoral. Mais il faut le faire avec beaucoup plus de responsabilité. Oui, c'est-à-dire? Si nous avons des choses à proposer et qui ne pourraient pas causer problème, on le fait sans problème. Mais les cas qui pourraient poser problème, on les laisse et on continue. Parce que ce code a déjà fait 5 ans, nous sommes allés déjà aux élections avec ce code. Il n'a pas posé si tant de problèmes, c'est parce que nous voulons le parfaire. Nous voulons le parfaire, c'est pour cela que nous allons. Mais que ce code ne soit pas un objet d'exclusion. Oui. Ça. Quelles sont vos propositions de manière concrète? Oui, c'est ce que je veux dire. Allez droit au but, puisqu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Oui. Donc je dis qu'il faudrait, pour moi, les 15% déjà, les 15%, ça devient une exclusion. C'est en déphasage avec le principe de circonscription électorale. Donc on ne peut pas prendre à la fois pour une même élection les communes comme circonscription électorale et en même temps la nation comme circonscription électorale. Non, il vaut mieux sauter ce verrou de 15%, l'éliminer carrément. Je voulais dire ceci, que les députés me le permettent. Il y a quelques années,
au niveau de l'Assemblée, quelqu'un avait fait une proposition de niveau bac pour être député. Mais ce n'est même pas allé à la plénière. Ils ont sauté ça en même temps. Pour la dernière fois, des gens ont fait une proposition de 2 mandats pour les députés. Ce n'est même pas allé à la plénière. Ils ont sauté ça. Donc il ne faudrait pas qu'ils fassent toujours ce qui les arrange. Très bien. Merci. Alors, quels sont vos rêves pour cette proposition? Qu'elle passe comme ça en plénière, Monsieur Niawé? Merci. J'aurais souhaité, d'abord, pour ce qui concerne les anciens présidents de la République, il ne peut jamais avoir de cumul des statuts pour nos hommes politiques. Les seuls statuts qu'ils avaient déjà posent problème, donc il ne peut jamais y avoir de cumul. Un ancien président de la République qui décide à être élu député, du moment où il est élu député, il perd son statut d'ancien président de la République. Voilà, merci. Je n'ai pas fini, puisque c'est 3 points, je crois bien. Pour ce qui concerne les 15%, je crois que nos amis ont peur simplement parce qu'ils savent qu'ils n'ont que des partis régionaux. Et je continue. Pour finir, oui. Pour ce qui concerne la caution, moi j'ajouterais encore qu'on introduise une autre disposition où il faut forcément recueillir le parrainage des élus locaux. Très bien. On a vraiment fini, on n'a plus beaucoup de temps. On a terminé, on a même dépassé le temps normal. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. En 5 secondes, je vous prie. Oui, ça peut dire qu'en ce qui concerne les cautions, il faudrait les ramener aux anciennes cautions. C'est mieux. Il faut les maintenir comme ça. Il faut les maintenir. 15% pour la présidentielle, 8 300 000 pour les listes en compétition pour les législatives. Merci à tous. On a vraiment dépassé le temps imparti à cette émission. Monsieur Dominique Wetjedjo Niawé, vous êtes le président d'honneur du Nouvel Ordre républicain pour la démocratie. Merci d'avoir été là. C'est un mouvement politique affilié à l'Union fait la Nation. Merci d'avoir été là. À vos côtés, Yaya Inakozime, expert électoral, spécialiste des questions électorales, membre du conseil d'administration d'Africa Élections, Association africaine des professionnels du management des élections. Merci infiniment. Et puis, Géraldo Gomez, secrétaire général adjoint du parti Union sociale libérale. Vous êtes le chargé des questions stratégiques de ce parti USL. Merci. Vous êtes dans l'opposition. C'est un parti d'opposition. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes devant ETélé et à dimanche prochain pour un autre débat.